contente d'être avec toi, Dylan, parce que Dylan va être notre prochain coach dans la formation no code. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir commencer avec ce Maestrix et cet échange ensemble. Peut-être pour vous présenter rapidement, du coup, moi, je suis Héloïse et je bosse chez Maestro et je m'occupe de ce Maestrix. Les Maestrix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est nos rendez-vous hebdomadaires avec des experts du produit, du no-code, de la tech, qui viennent partager leur expérience, leur use case et les écueils par lesquels ils peuvent être passés et pour qu'on puisse tous apprendre sur ces différentes thématiques. Peut-être pour qu'on puisse personnaliser cet échange au maximum à vous qui vous êtes connectés avec nous. Vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes, si vous êtes du coup product, si vous êtes freelance, si vous bossez de proche ou de loin avec le no-code, pour qu'on puisse aussi, avec Dylan, adapter l'échange et les questions en fonction. Et pendant que vous vous présentez dans le chat, je vais vous redire un peu un mot sur Maestro pour ceux qui connaissent pas et qui découvrent avec nous aujourd'hui. Maestro, du coup, on est l'école du produit et de la tech. On a différents programmes de formation avec deux programmes phares qui sont celui en product management sous un format de bootcamp pour des personnes qui veulent devenir product manager et notre format de no code qui est évidemment plus l'objectif du jour et la thématique de cet échange et notre programme qui vous permet du coup de concevoir un produit en no-code tout le long de la formation et de voir un peu les fondamentaux aussi du no-code pour ceux qui veulent en faire une corde à leur arc. Les dates des prochaines formations, du coup, celle en no-code commence bientôt. Elle commence le 15 mai. Je crois qu'il reste encore quelques places. Je vous ai mis le contact de Blandine qui s'occupe des admissions chez nous si ça vous intéresse. Et puis, on a aussi en juin les rentrées de nos bootcamps en product. Et évidemment, si vous êtes avec nous aujourd'hui, j'imagine que vous avez peut-être connu sur Meetup ou sur LinkedIn. Mais voilà, comme je le disais, on fait ces rendez-vous avec des experts toutes les semaines. Donc, n'hésitez pas à suivre l'un de ces biais pour avoir les prochains rendez-vous en tête. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Donc, je laisse la parole à Dylan qui va pouvoir mieux se présenter que moi directement. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Dylan, je te laisse sur cette merveilleuse slide et puis après, je arrêterai de partager mon écran. Comme ça, on pourra revoir la tête de Dylan en grand. Et bonjour tout le monde. Déjà, je suis super content parce que je vois qu'il y a quelques noms que je connais dans les participants, donc c'est trop chouette. Salut à tous. Du coup, moi, c'est Dylan. Je bosse là pour l'instant dans une boîte qui s'appelle Brulance, dans laquelle je suis le fondateur et j'ai cette casquette d'Ops Manager parce que je bosse en direct avec des clients et en même temps avec les freelances dans l'optimisation finalement des processus des différentes boîtes qu'on accompagne. Donc, c'est vraiment comprendre quelles sont les grosses problématiques business et puis comment derrière on arrive à apporter les bonnes solutions, des solutions intelligentes. Et c'est là qu'en fait le no-code prend une place assez incroyable. Faut pas oublier que le no-code, c'est une techno comme une autre, mais ça donne des super pouvoirs. Et donc nous, on l'utilise au quotidien pour arriver à des résultats business, donc dans des opérations. C'est-à-dire que l'on ne fait pas beaucoup de produits, mais on aura l'occasion de rediscuter un petit peu après de ce que ça veut dire. Et puis finalement, j'ai un peu fait ça toute ma vie, quoi. Hein. Mon premier job en tant que source consultant chez Azugo, c'était ça aussi, c'était d'accompagner des boîtes dans leur digitalisation. J'ai eu une startup dans la génétique, puis j'ai pris les commandes de chez The Toolbox au niveau des opérations. The Toolbox, que vous connaissez probablement si jamais vous avez déjà entendu parler de no code. Et donc, je continue sur cette lancée-là avec Brulance, en gros. Trop bien. Alors, j'arrête de partager mes slides et comme ça, je peux te revoir en vrai. Et du coup, peut-être qu'on peut commencer. Tu parlais un peu de Brulance, mais si tu peux nous redire un peu ce que vous faites, quels sont vos projets, pourquoi vous l'avez fondé, de quels besoins ça naît justement, et voilà, si tu peux, même le titre de Brulance, moi ça me questionne. Je me demande d'où ça vient. Est-ce que c'est pour freelance ou pas du tout? C'est marrant parce que ça démarre des conversations finalement, ce nom de boîte. Je suis basé à Bruxelles. Et à la base, j'aidais pas mal d'entrepreneurs à se lancer, donc c'est pour se lancer à Bruxelles, Brulance. Et puis
les gens qui me connaissent savent que je suis toujours un petit peu on fire, donc c'est la brûlance, c'est la façon Trop de- bien. donc voilà pourquoi. Après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les types de clients qu'on va avoir, ça va être souvent des PME ou des startup studios, en fait. Donc, des boîtes, plus des PME que des startup studios, mais les deux sont assez intéressants. Dans l'un, donc le startup studio, c'est possible de partir d'une table blanche en général, d'essayer d'optimiser des apps. Il y a les équipes produits qui passent beaucoup de temps à développer quelque chose sur lequel ils ont une propriété intellectuelle, et ça, en général, ça se fait en code. Par contre, ils ont besoin de gagner beaucoup de temps sur le go-to-market, créer des sales machines, créer des outils pour typiquement, quand on accompagne des fintechs, ça peut être des évaluations du risque en interne. Et donc là, comment est-ce qu'on met des bonnes interfaces pour les utilisateurs internes, pour démarcher d'un point de vue vente, pour analyser des risques, et puis faire le lien directement forcément avec les produits que eux développent. Donc c'est un exercice qui est très intéressant, mais après ça représente pas la majorité des boîtes avec lesquelles je bosse. L'autre partie, ça va être surtout des PME. Ça va être des dirigeants d'entreprises de 5 à 20 personnes qui connaissent très très bien leur métier, mais qui ont un peu accumulé une dette de process au fur et à mesure durant les années, où on a des gens qui passent beaucoup de temps à faire des actions redondantes, sans grande valeur ajoutée, à jongler entre 25 Excel, et puis il y a des pertes d'informations, il y a des erreurs qui se créent, et tout ça forcément c'est d'une part une perte de temps et d'argent pour la compagnie, et d'autre part un gros problème de confort de travail pour les employés. Et donc, on le sait aujourd'hui, tout devient de plus en plus compétitif. Il ne s'agit pas juste de rendre les clients contents, c'est aussi cool d'attirer les bons talents. Et pour ça, ça passe aussi par les opérations en interne. Donc, voilà. Bon, je tacle un petit peu cette grande boîte noire finalement qui est le monde de la PME et comment est-ce qu'on arrive à digitaliser tout ça, quoi. Et vous êtes tous à Bruxelles, du coup, ou il y en a qui sont en remote? Alors, moi ici, la boîte, c'est un modèle de collectif. Donc, on est de toute façon qu'en remote. Je bosse, j'ai pas d'employés. Je bosse qu'avec des gens avec lesquels j'ai déjà bossé sur énormément de missions par le passé. D'ailleurs, c'est de ça qu'on va discuter dans 2 minutes. C'est un petit peu cette méthodologie pour arriver à mettre en place les bonnes solutions digitales chez les clients. Et on voit trop de choses qui se font à la va-vite. Je pense que là, avec mon expérience et avec la collaboration que j'ai eue avec ces différentes personnes, on a réussi à mettre en place un critère de qualité qui est assez euh, qui a été testé et retesté, quoi. Donc c'est un collectif mais très restreint. Je bosse pas avec n'importe qui. Donc on a je vais dire j'ai 6 7 personnes avec lesquelles je bosse en tournante sur les différents projets. Moi je suis basé à Bruxelles. J'en ai un autre qui est basé à Bruxelles, mais sinon la plupart sont en France en fait. OK, trop bien. Bah, c'est top, je vois un peu mieux ce que c'est Brulance et je pense que ce qui est intéressant, c'est que, tu reviens, de la No Code Week qui vient de se tenir lieu, en plus, à Barcelone, il me semble, et donc je trouve ça génial en termes de timing que tu rentres tout juste de toutes ces À fond. conférences, de tous ces échanges, je vois dans le chat, Stan, qui disait que c'était une semaine, de folie, et je pense que c'est intéressant peut-être de commencer par introduire cet échange sur un peu toi les retours que tu en as et parce que au départ quand sur cette thématique de comment choisir les bonnes solutions digitales, évidemment moi j'ai envie de me poser la question comment on part dans le no code, comment on sait que c'est on peut passer par cette technologie là, et je sais que tu as dû avoir ce débat plusieurs fois au sein de la No Code Week. Et donc, peut-être si tu peux commencer par nous partager un peu de ces retours et de ces apprentissages que tu as eus au cours de cette semaine, ce serait trop bien. Alors c'est assez marrant parce que il y a probablement des discussions qui sont encore en cours. On n'a pas, je pense pas qu'il y a une réponse parfaite à tous ces échanges. Moi, ce que je retiens, c'est que il y a vraiment deux verticales, hein. Si jamais on parle de no code, il y a à faire du produit, puis il y a à faire des opérations, de l'ops, comme moi je le fais. Donc déjà, moi je me positionne plus sur la deuxième que sur la première. Euh, c'est marrant parce que je vois que Stan est dans le chat si jamais c'était de parler uniquement no code, Stan d'ailleurs pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est le fondateur, un des cofondateurs de No Code France, fait partie du collectif. Et qui Mais s'est du coup, on essaie. reconverti en plus C'est vrai. et qui a écrit un livre dessus. Donc, ceux parce que j'ai vu qu'il y avait des reconversions dans le chat. Donc, ceux qui sont en train de franchir le pas aussi, vous pouvez contacter Stan. Mais du coup, ce qui est vraiment ressorti, je pense, de ces échanges, moi, j'ai toujours été vraiment convaincu que rien ne partait de la tech. Ça doit partir du business. Et
En réalité, j'étais pas trop un défenseur de ce mouvement no-code à part entière et de mettre le no-code en avant dans un premier temps, parce que je pars du principe que c'est pas une fin en soi, qu'on doit partir des besoins business ou des besoins de la vie réelle de personnes, et qu'ensuite il y a des solutions qui existent et qu'effectivement le no-code aujourd'hui c'est juste incontournable. En fait, tu peux aller tellement loin avec les différentes applications qui commencent à sortir et les outils qui viennent sur le marché que en fait ce serait stupide que de ne pas le prendre en compte pour essayer de résoudre ces problèmes. Donc, mais je partais plus d'un point de vue business. Après, moi, ce qui m'a vraiment frappé pendant cette semaine et qui a un peu remis mon avis en question, c'est de réaliser qu'en fait, bah, c'est difficile de savoir ce qui est faisable et comment est-ce qu'on peut résoudre des besoins si jamais on ne prend pas aussi en main ce genre d'outils et si jamais on n'est pas un petit peu geek, on n'a pas cet Mm. amour pour ces solutions existantes. Et c'est là que je pense que des communautés comme No Code France et autres sont vraiment hyper intéressantes et hyper importantes parce qu'en fait, au-delà de l'aspect pur business que moi j'ai tendance à avoir, il y a cet aspect un peu plus Outil. geek, l'amour de ce qui se Mm. fait, l'outil, quelles sont les possibilités. Et en réalité, je crois que les deux viennent un peu main dans la main. Et il faut rester ouvert sur ce qui se fait et comprendre comment le monde digital évolue, sans perdre de vue, je crois réellement, les enjeux business. Business, Et donc, les deux se font en parallèle. Et donc, on a eu pas mal de discussions à ce sujet-là la semaine passée. Et toi, ton approche, du coup, tu dis qu'initialement, elle est plus business, mais de fait, tu t'es formé à ces outils-là. C'est quoi un peu ta méthode pour savoir, est-ce que tu te formes aux outils en amont d'avoir une problématique parce que justement, tu explores et tu sais leurs limites et comme ça, quand tu es face à ton client, tu peux plus facilement proposer un panel? Ou est-ce qu'à l'inverse, comme tu dis, tu pars vraiment de la problématique et tu vas explorer ce qui se fait en termes d'outils et les tester a posteriori? Toi, c'est quoi ton approche de ça et comment tu la structures un peu pour quelqu'un qui, pareil, se confronte à un peu cette ambivalence? Comment tu conseillerais d'attaquer le sujet? Encore une fois, ça dépend un petit peu de la situation dans laquelle on se trouve. Moi, je suis un entrepreneur. Donc, je lance des trucs. Il faut que ça marche. Il faut qu'il y ait un public. Il faut que je reste règle des problèmes et que ça crée de la valeur des deux côtés. Euh, Si jamais on attend de s'être formé à tous les outils avant d'essayer de trouver un problème à résoudre, Ouais. on est dans une approche qui se rapproche plus du hobby que du business. Parce qu'en fait, on Clairement. passe sa vie à essayer de comprendre ce qui existe, mais sans aller capturer de cette valeur. Et de l'autre côté, forcément, si jamais on fait que vendre, c'est un peu compliqué aussi, mais une boîte, ça doit, l'air de rien, résoudre des problèmes. Et donc, moi, j'ai plus une approche où je me dis, je vais me poser, je vais essayer de comprendre quelles sont les problématiques. Et puis derrière, en discutant, et ça, c'est la grande force en fait de ces collectifs, c'est en discutant avec les gens autour qui sont chacun des spécialistes dans leur domaine, trouver les bonnes solutions et puis, d'une certaine manière, monter en compétence aussi au fur et à mesure qu'on règle des problèmes. Moi, j'aurais plus cette approche-là. OK, trop bien. Et justement, comment, aussi au-delà de l'approche dans ton panel d'outils, est-ce que tu as un peu, une stack favorite que tu sais, que tu maîtrises et qui globalement, répondent à pas mal de problématiques? Ou est-ce que, vraiment, tu es en exploration, constante sur tous Non, les outils? c'est pas Mais, possible. ce qui est un peu chronophage, pour Ouais, surtout, ouais, quand tu es freelance, tu as quand même, une besoin ouais, d'une bien gestion sûr. du temps, bien cadrée. Comment toi tu fais en fait, quelle est ta stack? Est-ce que du coup, tu la recommandes, ou est-ce que c'est parce que toi, tu as une appétence particulière à ces outils? Quels seraient un peu tes conseils d'un point de vue plus, outils et stack technique? Mais en fait, tu viens de mettre le doigt sur un point qui est primordial. Tu peux pas tout le temps partir dans tous les sens. À un moment, il faut se recentrer. C'est la raison pour laquelle tu as des agences qui font que du Salesforce, que du HubSpot, que du Airtable, que autre chose, ou que du Bubble, par exemple. Euh, donc ouais, au début, on s'est un petit peu cramé à vouloir aller dans plein d'endroits et différents. Et puis, c'était quand même l'air de rien intéressant. Et là, je crois que j'arrive doucement à un top 10 où on va avoir du Notion, du Airtable, Make, Softer, Glide, euh, j'aurais quoi d'autre, Slack. Il y a XA aussi, qui est un super outil français. Ça, vraiment, ça vaut la peine d'aller voir ce qu'ils font. C'est assez impressionnant. Euh, ouais, je pense que déjà, ça, c'est le genre d'outils sur lesquels je vais couvrir, avec lesquels je vais couvrir 80 à 90% de mes missions, quoi.
Trop bien et peut-être une question, en tout cas moi de mon point de vue, qui bosse aussi parfois sur ces outils et qui se confronte aussi à l'évolution que peuvent avoir les outils. Comment tu restes en veille? Alors je sais que No Code France justement fait une très bonne veille et moi je la lis régulièrement, ça me permet d'être un peu à jour sur, bah, l'évolution de ces outils-là. Mais toi, à titre personnel, comment aussi tu arrives à t'assurer que, les plans que tu vas proposer, d'utilisation à tes clients vont rester, bah, dans une fourchette de prix déjà qui est celle que tu avais définie, mais aussi, en termes de fonctionnalité, comment toi tu arrives à être à jour sur ces thématiques-là? Alors, je pense qu'il y a plusieurs questions dans une. Parce Ouais. que déjà, faut réussir à bien comprendre les problématiques clients et les fonctionnalités. Et ça, je serais hyper intéressé à un moment de pouvoir vous montrer un petit peu les différents modèles par lesquels on passe et comment est-ce qu'on structure ces besoins. Parce que je pense que c'est ce qui se passe souvent en amont et là où il faut pas, enfin, c'est important, quoi. C'est pas du gâchis que de perdre du temps, enfin, perdre du temps, prendre du temps pour le faire. Après, sur la partie fonctionnalité des outils, bah, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Tu es obligé à un moment de te limiter à un certain nombre d'outils si jamais tu n'as pas envie de passer ton temps à chasser les fonctionnalités de tous les outils qui existent. Et donc, forcément, moi, ma veille, elle va être sur du Make, sur du Airtable, sur les différents outils que j'ai cités un petit peu plus tôt. Après, un autre truc qui est assez cool, c'est comme je bosse avec des freelances, Ouais, euh, ils te bah, disent aussi, ils te tiennent vite au en courant, fait, quoi. moi, mon job, c'est presque plus d'être sûr que les gars avec lesquels je bosse sont les meilleurs dans ce qu'ils font Mmh, et leur faire confiance pour qu'eux, ils soient toujours à jour. Et mmh, moi, je m'entoure après d'une ou deux personnes maximum qui font plus, qui prennent ma casquette. Et moi, ma casquette, c'est vraiment d'aller creuser les besoins. mmh, Et ensuite, on co-construit les plans avec ces freelances qui sont les mieux placés pour te dire si oui ou non c'est possible avec un outil, mmh. quoi. Une casquette qui est très produit d'ailleurs, hein. C'est pour ça que qu'on a construit, et qu'on t'a choisi aussi en tant que coach. Mais nous, chez Maestro, on est quand même persuadés que le no-code est très proche justement de cet état d'esprit produit qui est avant tout de bien, cadrer, le problème, de ton utilisateur et donc, de ton client, dans le cadre, d'un freelance. Donc, ça, je te rejoins 100 sur cet aspect. Et peut-être que ce qui peut être intéressant, étant donné que tu as cette casquette-là, c'est de nous partager un peu du coup les appréhensions sur le no-code que peuvent avoir tes clients, parce que bah, comme toute solution proposée dans tout échange, il faut aussi, je pense, convaincre que la solution va être la bonne. Et donc ça, qu'est-ce que tu vois comme appréhension de tes clients déjà dans un premier temps, puis ensuite comment du coup tu y réponds et comment tu arrives à apporter ces réponses à ces craintes qui sont légitimes. En fait, je pense réellement que le fait de ne pas commencer par parler no-code avec eux, déjà, ça aide parce qu'on Mm, part des besoins. Je suis pas en train d'essayer de leur vendre une solution avant même d'avoir compris quelles sont leurs problématiques. Euh, Après, quand on voit je pense que la première question qu'on se pose, c'est OK, est-ce que je vais pas créer des usines à gaz parce qu'il y a des limitations, je vais devoir connecter plein d'outils entre eux. Est-ce qu'en fait, ce sera encore là dans 5 ans ou dans 10 ans, quoi. Et la réalité, c'est que je peux jamais dire oui, dans 5 ans, ce sera toujours la même chose. Mais la réalité, en fait, c'est une question de business case. C'est toujours la même chose. C'est là maintenant, tu as les problématiques, combien ça te coûte. Et en fait, la première phase, ce à quoi elle va servir, mm, c'est comprendre avec ces outils-là ce que tu vas gagner sur les premières années, jusqu'où est-ce que ça va tenir, euh, quels sont les prix de licence. Et en fait, une fois qu'on comprend à peu près ce que ça va te coûter et ce que tu penses que ça va te ramener avec les résultats, vu qu'on a commencé par les problèmes, le choix est justifiable. Euh, mais à part ces appréhensions-là, en fait, en réalité, je pense que je les tacle assez vite, ces appréhensions liées au no-code, parce il faut commencer par le problème. C'est ça le truc. ouais, et que si les personnes viennent te voir aussi, pour, sur ces besoins-là, ils s'y attendent peut-être aussi, et ils savent que, ça va être un moyen de aussi une solution possible, qui va leur être proposée. Donc peut-être qu'ils sont déjà est-ce que enfin, justement, je suis curieuse de savoir ça, mais est-ce que tu as un vrai travail de enfin, justement d'explication de qu'est-ce que le no-code ou de démocratisation de ces thématiques? Ou est-ce que finalement les personnes que tu rencontres, si ils sont déjà un peu aguerris et sont convaincus, ou est-ce qu'il y a quand même, encore, tu trouves un travail d'évangélisation de ce sujet? Alors, évangélisation, ça c'est sûr, et c'est un truc dont on a beaucoup parlé la semaine passée, c'est fou en fait. On est dans une petite bulle, hein. Il y a très peu de personnes réellement qui réalisent ce que c'est, qui ont joué Mmh. avec des outils no-code.
tu parles de no-code à un repas de famille ou avec des gens autour de toi, il n'y a personne qui sait de quoi on parle. Hein. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est un travail qui se fait en parallèle et que c'est génial que des communautés ou des webinaires comme cela existent pour pouvoir aller montrer ce que des outils peuvent faire. J'ai encore donné un cours hier à la Solvay Bruxelles School, donc à Bruxelles, qui est un peu l'équivalent de HEC à Paris, euh, où, où en fait, les gens comprennent pas ce qu'ils vont pouvoir faire avec des outils. On réalise pas à quel point ça peut être simple, à quel point on peut créer une base de données simplement, on peut lancer des automatisations, on peut créer une première interface et on va faire en sorte que en une semaine, 2 semaines, 2 mois, en fait, on puisse avoir déjà des outils qui sont fonctionnels et qui font accélérer nos opérations. C'est ça, c'est un état d'esprit, je pense, tant que tu n'as pas mis les mains dedans et que tu as vu ce qui était faisable, qui est très, très compliqué. Et ça, en fait, c'est la première chose qui pourrait refroidir une personne qui vient de parler, surtout les PME, c'est qu'en fait, elles ne savent pas ce qui est faisable. Et donc, je pense que plus que le no-code, c'est la technologie en règle générale. En fait, mais ça, tu l'as que tu implémentes du Airtable ou que tu ailles mettre en place des CRM HubSpot. En fait, c'est qu'est-ce que je vais être capable de faire à la fin. Donc là, il n'y a pas vraiment d'autre choix que les remettre face à leurs problématiques actuelles, leur faire comprendre ce qu'ils peuvent aller chercher comme bénéfice à terme, et puis leur dire, OK, maintenant, il faut me faire confiance. Il y a des outils qui vont permettre de le faire. Voici l'architecture que je te propose. Voici le ou les outils qui vont se connecter, qui vont te permettre de couvrir tous ces besoins. Let's go. Et là, c'est le problème de tout freelance, c'est il faut que tu aies ton proof of work, il faut que tu aies réussi à faire 2-3 projets, que tu puisses montrer ce qui a déjà réussi. Et je pense que là, j'aurai un petit démo à vous montrer tout à l'heure, par exemple, dans un use case qui fonctionne très, très Oui. bien, où on a gagné jusqu'à 80% du temps d'opération. Je ne sais pas si vous réalisez, on parlait de 5 personnes qui étaient au bureau, qui faisaient de l'encodage toute la journée. Aujourd'hui, avec une, c'est suffisant. Les 4 autres, elles peuvent retravailler sur tous les autres trucs que la boîte voulait lancer et ils avaient ni le temps ni l'argent pour embaucher plus de monde et le faire, quoi. Mais on en reviendra en quelques minutes. Ouais, c'est énorme et surtout, je me dis aussi ce travail, enfin, je trouve qu'il est assez clé pour calculer ton retour, sur investissement quand tu passes par des outils no code, de savoir le temps gagné, en fait, grâce à ces solutions et à ce que tu implémentes. Comment toi, ça, à titre personnel, tu le calcules? Comment tu arrives à identifier le temps gagné grâce à ta solution? Et ben c'est cette fameuse première phase. En fait, je serais presque tenté de partager avec vous mon écran et vous montrer un petit peu Vas-y. comment est-ce que je construis cette phase-là et comment est-ce que je discute avec les clients dans un premier temps. Parce que c'est une phase, je pense, qu'on oublie trop vite. Euh, un point qui dit partage. Euh, c'est une phase qu'on oublie en fait. C'est tellement simple aujourd'hui de construire avec des outils qu'on a envie de construire tout de suite. Si jamais c'est pour des projets très spécifiques, c'est vraiment juste un petit truc, ça va. Mais dès qu'on a envie de faire quelque chose de plus complexe, on peut se perdre. Et c'est là qu'en fait les erreurs à moyen terme, elles arrivent. Donc, je pense vraiment qu'il faut remettre l'église un peu au milieu du village et de se dire, très bien, la tech, c'est une chose. Comment est-ce que je me prépare en amont pour être sûr que derrière mon développement, il soit tip-top et il réponde vraiment à un besoin, quoi. Donc, c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Alors, attends, tac. Montre-nous, montre-nous. Je, je- je vais lancer ça. Alors, attends. Nanana. Est-ce que je peux pas envoyer tout mon écran? Ah, ok, super. Oula, la loupe infinie. Alors, attends. Si jamais je peux venir là. Hop. Ok, alors attendez, je vais Parfait, prendre la bonne je vois page. bien. Est-ce que c'est pas trop étiré pour vous? Vous voyez correctement? C'est pas trop petit? Non, ça je vois bien moi. Ok, génial. Mais du coup, j'ai préparé quelques éléments. Faut voir ça un peu comme des briques, forcément en fonction des projets. Si c'est des plus petits projets, des plus grands projets, on va pas forcément toujours atterrir sur les mêmes livrables ou le même niveau de complexité. Mais c'est plus pour essayer de comprendre la logique par laquelle on doit essayer de passer avant de se lancer dans un projet de construction. Et c'est finalement ces éléments-là, je pense, qui rassurent un client à la fin parce qu'on sait vers où on va, quoi. Euh, Et c'est ça que tu du... leur montres quand tu as un client, tu leur Non, fais toujours un Notion, pour leur montrer ou? ouais, ouais, c'est ça. Donc moi, je bosse que dans Notion, j'ai absolument tout dans Notion, et, euh, enfin, c'est des templates quoi. Donc moi, j'ai des templates de restitution, de diagnostic, qu'on a construit au fur et à mesure du temps. On a vu ce qui marchait moins bien, et quelles étaient les briques qu'on devait inclure pour se sentir à l'aise et lancer une mission de construction juste derrière. Et donc typiquement là, je vous montre une page qui est une restitution de diagnostic qui a été faite en une dizaine d'heures. Donc franchement, c'est pas déconné, hein, prendre 10 heures pour un projet qui derrière va en prendre 300 ou 400. Euh, Ça Mmh. vaut la peine de le faire. Et typiquement, comment est-ce qu'on approche ça? La première chose qu'on va faire, c'est aller discuter
avec le client, prendre une première heure. Et pendant cette première heure, on va essayer de comprendre quel est le process qu'on a envie de tacler. Okay, je vais peut-être revenir 2 secondes en arrière et vous montrer du coup un premier, parce que là c'est un diagnostic un peu plus simple, mais je vais vous montrer un, une livrable que j'adore créer dès que c'est des projets un peu plus complexes ou qu'on ne sait pas réellement où est-ce qu'on va aller tacler. Et il s'appelle le Ah mapping ouais, fonctionnel. canon. Ça a Alors l'air attends, là, je veux bien que tu zoomes un peu. Ah parfait. tu vois là? Ouais. Ok, trop bien. Et ben ça, typiquement, c'est ce que. Donc, ça, c'est un modèle que j'ai créé de mon côté qui s'appelle le functional mapping, mapping fonctionnel. Et en fait, le but, c'est quoi? C'est sur base d'une cartographie assez simple de pouvoir mapper n'importe quel business, enfin n'importe quelles opérations et comprendre de quel bloc on va parler dans n'importe quelle industrie. Donc, moi, c'est un truc que j'aime bien prendre en call de cadrage, même assez tôt dans la discussion, et de se dire, OK, je me pose avec la personne, limite, je projette même pas cet écran, mais ça va être pour moi. Et au fur et à mesure qu'on va discuter avec la personne qui va me dire, bah, en fait, moi, j'ai un problème dans mon équipe de vente, je réalise que j'ai pas un CRM, j'arrive pas à gérer mes leads qui rentrent, j'arrive pas à gérer les contacts, j'aimerais bien, j'ai plusieurs vendeurs, j'aimerais bien qu'ils collaborent ensemble. Aujourd'hui, c'est dans des Excel, c'est un enfer, et la donnée est jamais mise à jour, etc. Bah, je sais que je vais aller voir dans mon blog vente qui en fait fait partie de mon blog typiquement un peu plus CRM. Et donc là-dedans, je vais avoir d'office du marketing, de la vente ou des services clients. Euh, le bloc à droite, bon, en fait, je réalise que je suis sur un mapping qui est un ancien mapping, il a pas mal évolué entre temps. Euh, Est-ce que j'ai pas un mapping plus à jour? Je crois que c'est celui-là. Il y a Tac. Valentin qui dit, je te fais retranscrire le chat comme quand tu partages ton Ouais, truc. Il dit, est-ce que tu peux essayer de donner un exemple, par exemple, sur une agence web? ouais. Alors, typiquement, une agence web, ça va. Moi, je suis dans des ops, donc ça peut toucher à n'importe quel bloc fonctionnel d'une boîte. Dans une agence web, il faut voir un petit peu ce que tu tacles. Est-ce que ça va être que du site web, par exemple? Et donc, je vais peut-être juste expliquer le mapping, et puis après, j'essaie de rentrer dans l'histoire de l'agence web. Ici, mon but, c'est quoi? C'est de tacler les plus gros blocs des boîtes. Donc, je vais avoir un bloc relation client avec marketing, vente, service. Je vais avoir un bloc qui, en général, va être couvert par de l'ERP avec tout ce qui touche aux ressources humaines, la compta, la finance, la production. C'est une boîte de production, mais en réalité, ça pourrait être un bloc project management où je vais trouver plus tout ce qui se passe dans une boîte de service. Donc, ça, c'est vraiment, en général, des métiers opérationnels dans la boîte. Je vais avoir tout ce qui touche à la productivité personnelle. Je vais avoir tout ce qui est gestion de données derrière. Je vais avoir tout ce qui est OKR, analytics, décision, donc typiquement les tableaux de bord, tout ce qui est business intelligence, etc. Et puis je vais retrouver tous les canaux d'échange et de communication qui, eux, sont transverses à n'importe quel métier, en fait. Et là-dedans, on va retrouver les sites web, les portails clients externes, les portails partenaires, des applications, des e-shops, les calls, les emails, un Slack, ce genre de choses. Donc, en fait, ici, j'imagine que si jamais tu parles d'une agence web, si c'est par exemple SEO, marketing, bah, tu vas être plus sur cette partie-là. Tu vas essayer de parler de landing page et pour ça, tu vas devoir y trouver le bon CMS ou d'un blog, par exemple. Tu vas essayer de comprendre comment est-ce que tu vas traquer des gens, éventuellement comment est-ce que derrière tu vas pouvoir scorer ou grader des leads, comment tu vas segmenter certains types de clients et ça va toucher forcément à un moment à la partie site web, peut-être à ton outil d'emailing derrière qui va être un Sendinblue. Euh, et donc, je vais pas rentrer dans les détails trop techniques, mais c'est une livrable qui est intéressante ici pour se dire, OK, je vais me poser et je vais essayer de comprendre quelles sont les problématiques dont on va parler pendant cette mission. Si on commence à voir des blocs bleus qui s'allument partout, tu sais que ça va être un projet énorme et qu'il faut probablement prévoir pas mal de discussions. Si tu sais que tout vient être centralisé sur la partie vente, tu te dis, OK, cool, mes interlocuteurs à la fin, ça va être peut-être le directeur des ventes, ça va être les quelques business développeurs qu'il y a dans la boîte. Et donc, je sais déjà prévoir la prochaine étape qui est avec qui je vais parler, quels sont les workshops que je prévois et comment est-ce que je rentre dans chacun de ces sujets qui, en fait, pourraient faire quasiment être le centre d'un workshop à part entière, quoi. Je ne sais pas si c'est clair pour toi, Héloïse, ou si jamais t'as des questions par rapport à ce mapping fonctionnel. Si, c'est carrément clair. Juste, j'ai l'impression que moi, je lag un peu. Enfin, tu m'entends bien ou pas? Ah, effectivement, j'entends un petit peu de lag, je n'arrive pas à savoir qui c'est. Hop. Attends, je vais aller voir. Et je te laisse regarder à ton aise. Moi, je continue de mon côté. N'hésitez pas à dire dans le chat si jamais vous voyez que c'est Héloïse ou moi qui bug. Comme ça, on sait qui est en tort ici. Et ça, pour moi, du coup, c'est un peu la première grosse
grosse planche sur laquelle on peut se poser. C'est pas forcément une livrable à donner aux clients, mais c'est quelque chose qui nous permet déjà de structurer et de voir quelles vont être les discussions qui vont suivre pour la mission. Je reviens du coup 2 secondes, tac, sur mes autres livrables, parce qu'en fait, du coup, ça va m'aider à construire cette fameuse page de diagnostic. Et ça va forcément découler de tous les workshops qu'on va avoir. Donc, admettons qu'on soit dit, on va parler d'une agence web, on va parler des problèmes de CMS, des bases de données qui peuvent se trouver derrière, etc. Je vais aller bloquer des calls avec chacune des personnes qui sont les gens en interne qui rencontrent des potentiels problèmes et on va parler de leur métier. Et on va essayer de construire ensemble la deuxième livrable, qui est en fait ce fameux backlog de user story. Alors là aussi, j'en ai un petit peu plus abouti à vous montrer. Dites-moi peut-être un petit peu dans le chat qui ici est familier avec ce qu'est un backlog, ce que c'est qu'une user story et ce processus de recueil des besoins. Déjà, est-ce que vous le faites ou vous le faites pas? Ce serait super intéressant. J'en profite pour venir voir le chat. Ah, c'est Héloïse qui bug. Ok, bon, super. Donc, moi, je continue avec vous. Amal me dit oui. Jason me dit oui. Ok. Tu m'entends ou pas? Est-ce que Ouais, tu là, je t'entends, je m'entends? pense. Trop bien, désolée, ma connexion a complètement bugué. Donc je me reconnecte. Du coup, désolée, je suis un peu partie en plein milieu quand tu étais en train de montrer ton doc de gestion et j'étais restée à la question de Belinda qui disait qu'elle voyait que l'outil s'appelait Miro et qu'elle se demandait s'il y avait des outils du même type. Mais peut-être que vous avez eu le temps d'y répondre depuis. Bah, il y a Jason, du coup, qui a proposé Whimsical, qui effectivement est super. Moi, j'avoue que je suis plus sûr que Miro soit le meilleur, mais il reste efficace. Mais si vous avez d'autres alternatives, balancez-les et n'hésitez pas à dire pourquoi vous les préférez par rapport aux autres outils. C'est quand même c'est intéressant. Alors, hop, je reviens 2 secondes ici et du coup, on est parti de ce fameux functional mapping, Héloïse, où en fait j'expliquais qu'il nous servait surtout à avoir cette vue d'ensemble, mais avec ce mapping fonctionnel, il ne nous permet pas de rentrer dans du détail. Donc ça veut dire que ça nous permet d'avoir une compréhension de ce dont on va parler, de préparer les prochains workshops avec les personnes dans les départements qu'on a envie justement d'interviewer. Et c'est pendant ces workshops qu'on va aller construire la seconde livrable. Et cette seconde livrable, c'est ce fameux backlog de user story. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, ce backlog et les user stories, Héloïse. Ah bah si, là je reconnais à fond la démarche produit. Donc si, ça me parle. Trop bien. Et alors, typiquement, nous, ce qu'on va faire pendant ces calls, c'est, alors on va essayer de le faire à deux si c'est possible, sinon c'est tout seul, c'est pour ça que j'enregistre en général un petit peu tout, c'est de capturer tous ces besoins et de les mettre dans ce fameux product backlog. Je vous en montre un qui est un peu plus abouti. Encore une fois, hein, chacune des livrables que je vous mets ici, c'est pas forcément la finalité parfaite ou alors la finalité absolue qu'il faudrait atteindre. Ça dépend aussi un petit peu du temps que vous avez, de la taille du projet. Parfois, il faut essayer d'arriver à un maximum de résultats avec un minimum de ressources. Mais là, je vous montre quelque chose où on est quand même allé assez loin. Et en fait, vous pourrez faire un petit lien entre chacune de ces user stories. Je vous explique du coup ce que c'est pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. C'est de pouvoir se mettre dans les chaussures du client, ou en tout cas les chaussures d'utilisateur qui va à la fin utiliser la solution, et de prendre sa casquette et de dire en tant que personne, j'aimerais quelque chose de façon à achever tel résultat. Le but de ce backlog de user story, en fait, à la fin, c'est d'avoir une liste exhaustive de tous les besoins qu'on a envie de développer dans sa solution. Et idéalement, ça va être de les regrouper en initiative ou en sprint pour pouvoir construire des briques fonctionnelles qui du coup marchent, qu'on va pouvoir livrer, qui vont pouvoir être testées au fur et à mesure et éviter de rentrer dans une démarche où on va construire pendant les 3 à 4 prochains mois et arriver dans 4 mois, se dire, bon, bah, est-ce qu'on est arrivé au résultat ou pas? Donc, l'idée, là, c'est vraiment d'être dans une approche beaucoup plus agile. Bon, là, j'ai rien inventé. Hein, pour ceux qui sont familiers avec la méthode agile, c'est ça. Après, on l'a remis un petit peu à notre sauce.
Non, mais ouais, c'est intéressant de voir quand même que tu processes vachement la manière dont tu abordes une problématique à un client et qu'en fait, derrière, tu cadres hyper bien le besoin avant de rentrer dans la solution. Et j'allais me dire, en fait, comment tu gères aussi, du coup, l'évolution, peut-être comme un backlog, mais de ces Mhm, besoins, mhm. parce que c'est aussi un peu un biais qu'on peut avoir quand on est freelance et surtout avec du no-code. Le besoin, il est initial et puis il évolue au fur et à mesure aussi du temps. Et comment toi, tu arrives à t'adapter à ces demandes changeantes alors que tu as peut-être déjà commencé, tu t'es dit, OK, j'avais bien cadré mon besoin, j'avais bien fait toute ma prise de brief et finalement, en fait, je me rends compte que le besoin du client évolue. Est-ce que tu es amené à changer tes stacks ou est-ce que tu restes quand même sur, enfin, comment tu arrives à bien équilibrer cette part d'évolution aussi des besoins et des demandes du client qui peuvent varier sur les missions? Bah, ça, c'est un peu la force du no-code. C'est-à-dire que, en général, tu choisis un outil parce qu'il va couvrir un set de user stories. Et si jamais à un moment tu réalises que tu as des user stories en particulier qui ne sont pas couvertes dans une demande ultérieure, rien ne t'empêche, avec justement la nature de ces fameuses briques de Lego qu'est le no-code, qui sont super ouvertes, de dire bah, on va aller choper un autre outil qui fait le taf et on va le connecter pour pouvoir ajouter ces fonctionnalités. Mais évidemment, la règle du jeu, c'est toujours un minimum d'outils pour un maximum de besoins couverts. Après, ce fameux backlog, il évolue. Donc, il démarre avec ces fameuses user stories. Il y en a qui peuvent venir se rajouter au fur et à mesure qu'on va remettre dans des initiatives ultérieures, du coup. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est moi, je vais plus loin dans ce backlog et c'est là qu'un outil comme Notion est génial. Moi, je gère toutes mes to-do et la construction de l'outil avec les freelances dans la user story. Donc, si jamais j'ouvre ici ma page de user story, j'ai en fait toute ma to-do qui est liée à une base unique de to-do pour chaque personne. Et comme ça, ils savent ce qu'ils vont construire pour développer cette user story. Et ça me permet aussi de voir ce qui est en progrès. Donc, vous voyez ici, la progression 0% à 100% et faire des points hebdomadaires avec le client pour dire, bah voilà, on avance bien cette initiative ou moins bien. Mais ça, c'est plus sur la partie construction projet. En réalité, là, on est déjà dans la phase 2. Euh, la première étape, c'est déjà d'avoir ces premières colonnes, quoi. Ouais. De savoir dans quelle initiative ça va rentrer, de savoir quels sont les besoins que tu as envie de couvrir. Et puis là, vous voyez ici bloc fonctionnel, activité fonctionnelle. En fait, si jamais vous avez bien suivi pour la première partie, c'est mon fameux mapping fonctionnel. En fait, Mmh. j'ai des blocs fonctionnels qui sont productivité personnelle, marketing, vente, etc. Et des activités fonctionnelles qui vont être gestion de campagne, design, etc. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce fameux mapping fonctionnel qui permet d'avoir une vue d'ensemble, grâce à ce backlog de user story, moi, je peux rentrer dans la granularité de chacun de ces blocs et dire, bah, en fait, pour grading and scoring, qui est ici en bleu parce qu'on en parle, je vais avoir 4, 5 user stories différentes Mmh. qui vont se retrouver demain dans le produit que je vais construire. Ouais, là, c'est un peu ta vue d'ensemble et après tu peux rentrer vraiment dans le détail de chaque ticket. Ah, c'est trop bien de voir ça. Merci du partage parce que c'est vrai que c'est plus concret et ça permet de bien visualiser un peu comment tu structures ça. Donc, trop passionnant. Et je me disais aussi comment en fait tu t'accompagnes ensuite, une fois que tu as livré ta solution, tes clients sur Ouais, la prise en main, que t'assurer qu'en fait ah eux ouais. aussi ils optimisent et ils maximisent l'utilisation parce que toi tu as tout Mhm. réfléchi, tout bien pensé, tout est hyper cadré et tu es expert. Donc en fait ça paraît logique, mais comment cette passation et cette transmission avec ton client s'effectue? Alors ça, il y a pas de secret, hein. Il y a un moment où il faut que Tu ça passe documentes. par l'humain. Alors il y a la documentation d'une part, mais il y a le temps que tu vas passer sur place. Je peux te Ah, donner un exemple justement. Tu m'entends de nouveau ou pas? Ah, je pense qu'on repère Héloïse. T'es avec nous, Héloïse? ouais, oui, c'est bon. Désolée, je suis désolée, je sais pas pourquoi la Wi-Fi est très joueuse aujourd'hui. Je suis désolée. Pas de souci. Et du coup, Je ben vous là, entends. tu passes directement sur la phase 3. Hein, si jamais sur une partie projet, tu as la phase 1 qui est justement ce dont on parle ici, qui est la planification en amont pour savoir ce qu'on va construire. Puis tu as la construction. Et puis après, tu as la phase 3 qui est la prise en main, donc tout ce change management, l'adoption de ce que tu as construit. Et là, effectivement, ça passe par, d'une part, de la documentation. Euh, et là, bah, je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à voir un petit peu de documentation. Je vais prendre l'exemple de l'app que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, j'ai pas envie de montrer Bah tout oui, mon c'est ce que Notion j'allais non dire plus. là, peut-être que ton partage était tellement intéressant que je me dis que ça peut être intéressant de faire le pont, que tu nous montres un peu le use case et la démo que tu avais en tête. Ça nous permettra de Ouais, voir sur un cas précis, peut-être du coup ce que vous avez mis en place. yes. Alors,
Typiquement, là, je vais vous faire une petite démo et le mode d'emploi, entre guillemets, qui a été associé à cette démo, c'est ceci. Et donc, ça, c'est un petit peu ce que je livre aux clients, qui fait que si jamais demain, je devais disparaître de la circulation, ils ont des vidéos explicatives à chaque étape. On réexplique un petit peu quels sont les différents profils, du coup, dans ce processus qui vont pouvoir prendre en main la solution. Donc, la documentation, hyper importante. Mais ce client, bien évidemment, ça s'est pas terminé après la documentation. Donc là, je suis avec eux toutes les semaines. On passe pas mal de temps ensemble. La solution continue à évoluer. C'est un vrai travail humain et c'est quelque chose qui continue à se faire sur le long terme, quoi. Euh, mais je vais vous montrer, Mm. je vais prendre le temps de vous montrer un petit peu du coup comment Oui, ça fonctionne. Euh, et du coup, je trop bien. reviens. Tac. Euh, je reviens ici sur ce fameux exemple de diagnostic parce que finalement, la solution que je vais vous montrer, c'est la solution qui est faite pour cette boîte-là. Qui est du coup une société belge de dépannage, enfin qui fait en gros de la serrurerie, dépannage à domicile, etc. Euh, il y a une méga grosse affluence qui a eu lieu chez eux parce que c'était les seuls placés en SEO depuis des années. Et puis il y a une loi en Belgique qui est passée comme quoi les boîtes de serrurerie n'avaient plus le droit de faire du SEA, donc de la pub payante en ligne, ce qui fait que tout à coup ils sont devenus premiers partout sur Google. Donc ça, c'est un vrai problème de luxe. Le souci, c'est qu'effectivement, les process en interne n'étaient pas tout à fait préparés à avoir une telle affluence. Donc, c'était des gens au bureau qui devaient prendre le temps. Je vais peut-être recommencer par vous mettre une image globale. Imaginez-vous que vous êtes une boîte de serrurerie. Le matin, vous avez des gens qui vous appellent à pas d'heure et vous devez envoyer des techniciens sur le terrain. Le technicien, c'est un serrurier qualifié qui va se déplacer chez le client, qui va rentrer par effraction chez lui, techniquement, hein, parce qu'il s'agit de défoncer des portes pour des clients qui sont bloqués chez eux. Donc, d'un point de vue légal, c'est assez galère. Ça veut dire qu'on doit avoir des bons d'intervention signés, des accords écrits des clients pour pouvoir procéder à ce genre d'intervention, euh, et une trace de ce qui a été facturé ou pas pour que tout soit clean. Ça, c'était géré par une dizaine de techniciens tous les jours pour des dizaines d'interventions sur du papier. Donc en fait, c'est du papier avec une copie carbone derrière qui était remise au client, qui ensuite était envoyée une fois par semaine au bureau. Imaginez un petit peu la quantité de travail derrière pour récupérer ces quantités de Ouais. papier et aller Niveau les opération, encoder. c'était pas optimisé, quoi. Mais cinq personnes presque en temps plein qui prenaient le temps d'aller créer le dossier dans Google Drive pour aller rajouter les photos que le technicien avait envoyées par WhatsApp, qui rentraient dans le fameux CRM pour créer le client, l'opportunité associée, et puis pouvoir créer la facture, envoyer la facture, pour pouvoir ensuite faire le suivi des paiements. Donc c'est un, c'est un process qui était super bien carré dans le sens où on sait ce qui se passe, on connaît le métier, mais pas du tout optimisé parce qu'il y avait énormément de double saisie, triple saisie et de possibilités d'erreur. Et je ne parle même pas de la partie gestion des emails, etc. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est posé ensemble, on s'est dit comment est-ce qu'on arrive à simplifier ce fameux process. Et on a d'ailleurs, avec Stan, qui était là dans le chat ce matin et qui s'occupait de la partie Glide, on a construit un outil qui, du coup, hop, était basé sur Airtable, Glide, Make, ClickSend, Google Drive et Team Leader, qui est leur CRM. Et on a connecté tout ça ensemble pour essayer de mettre en place un process un peu rodé pour tous ces techniciens. Et c'est ça que je vais vous montrer du coup maintenant. Hop. Ah, trop bien, parce que là, j'allais Alors, dire justement, c'est un peu petit, j'étais en train de plisser les yeux en mode, «Attends», ah, c'est trop bien. je vais partager l'autre écran. Je pense que ce sera plus simple pour tout le monde. Hop, hop, tac, tac. Cool. Là, tu vois bien? Yes. Ok, nickel. Et bah, du coup, on a passé une bonne grosse dizaine d'heures à mettre en place cette fameuse, ce plan de comment on allait construire l'outil. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est le résultat ensuite de 250 heures à peu près, un truc comme ça, de travail, d'itération et de, d'amélioration pour arriver à quelque chose qui colle avec ces besoins qui étaient là au début. Au bout de ces 10 heures, on a le fameux document que je vous ai montré dans lequel on avait les user stories, la roadmap, on avait l'architecture. Euh, et voilà un petit peu à quoi on arrive à la fin. Ok, du coup, je pense qu'Héloïse est de nouveau bloquée, mais je continue avec vous les gars. On est ici sur la toute première étape du process, à savoir chez l'admin dans cette fameuse boîte de serrurerie,
qui reçoit à longueur de journée des coups de fil de clients qui sont bloqués de chez eux, enfin bloqués à l'extérieur de chez eux et qui ont besoin du coup d'une aide. Là où avant c'était du dispatch par SMS ou par WhatsApp, l'admin va maintenant pouvoir remplir dans un formulaire toutes les informations liées à ce client. Donc là, j'ai déjà pré-rempli pour vous. On a Jean-Charles de la Guinguette, j'ai mis mon numéro de téléphone ici, tac, à rue des Peupliers à Bruxelles, qui est un client bloqué à l'extérieur de chez lui. Et le technicien ici, ça va être moi, Dylan, et je vais vous montrer sur mon téléphone ici à gauche ce qui se passe du côté technicien. Là, je vais créer l'intervention pour, on va dire, 13 heures aujourd'hui. Hop. Tac. Et, alors qu'est-ce que j'ai oublié? Tadam. Alors, on va dire qu'il n'a pas d'email parce que ce sera plus simple pour la suite. Je crée ma fameuse intervention et je vais vous montrer ce qui se passe derrière. Tac. Alors, ici, vous avez la vue admin, en gros, où la personne qui remplit ses formulaires et tous les jours a besoin de voir comment les techniciens travaillent, elle va voir les interventions en cours. Vous voyez d'ailleurs qu'il y en a plusieurs les unes à côté des autres, donc qui travaillent dans cette interface-là pour le moment. Et on va retrouver à 13 h l'intervention de Jean-Charles de la Guinguette, qui doit être prise en charge par Dylan. Alors, on va aller voir. Je sors de là. On va aller voir sur mon téléphone ce qui se passe. Alors, j'ai désactivé mes notifications. Je vais aller dans mes messages. J'ai bien une nouvelle mission qui a été ajoutée dans mon app. Et donc, je vais aller consulter mon app HSLS. Donc là, je rentre. Cette app, elle a été faite sur Glide. Je rentre dans mon app et j'ai cette fameuse intervention à 13 h à rue des Peupliers que je vais pouvoir prendre en charge. Donc, je vais cliquer dessus et je vais pouvoir prendre du coup en charge cette fameuse mission, la confirmer. Et donc, je vais cliquer ici sur prendre en charge. Et donc, ça, c'est en gros, ça peut se faire de n'importe où. Je suis n'importe où en Belgique et je décide d'accepter que cette mission a été prise en charge. Hop. Je vais vous montrer ce qui se passe de l'autre côté. Forcément, ici, ça a été accepté par Dylan. Donc, moi, en tant qu'admin, je peux suivre l'avancée de cette fameuse intervention. Je retourne du côté technicien. Et ici, je vais pouvoir à un moment me dire, OK, c'est bon, je suis prêt, je dois être là-bas dans 7 minutes, je fonce, je vais ouvrir ça dans Waze. Je rentre dans Waze, mon adresse est bien encodée automatiquement, je vois la route, je suis parti, et on est parti. Ah ouais. Je vais être en retard, je pense, parce que c'était à 13 h, mais ils me disent que j'arrive à 13h07, c'est pas grave. Si je reviens ici dans l'app, j'ai bien le numéro du client, etc. Donc, je peux envoyer un petit message au client pour lui dire que je serai à la bourre. Et une fois que j'arrive sur place, c'est cool, je peux dire que j'arrive sur place. Donc là, j'ai cliqué sur je suis sur place, j'ai le client en face de moi, et c'est l'occasion de m'assurer que les infos qu'on a eues au téléphone est bien la bonne. Ce sera embêtant quand même qu'on se gourre pour la suite du process. S'il a un email, finalement, on pourra le rajouter, mais là, on avait dit qu'il n'en avait pas, et on a de toute façon prévu le cas si jamais la personne n'a pas d'email. Donc, je vais laisser ça comme ça, et je vais valider les informations du client. Là, en gros, en tant que technicien, j'ai plusieurs types de taux de TVA que je peux appliquer en Belgique. C'est soit de 0%, 6%, 21%. Celui qui est standard, c'est celui de 6%. Et je vais valider mon taux de TVA pour le reste de ma mission. Et ce que je vais devoir faire, parce que c'est un métier dans lequel il y a pas mal de risques potentiels de désaccords, j'ai pété ta porte et finalement, tu vas dire qu'au passage, j'ai aussi fait le coup qu'il y avait dans le mur. Non, il faut que je puisse prévoir ce qui a été fait avant mon intervention et à quoi ça ressemblait après. Donc, je vais vous donner déjà des observations sur ce que je pense que je vais devoir faire et on les confirmera plus tard dans le process. Donc là, je vais avoir mes observations avant l'intervention, dépannage, il y en a un, et on va dire que ça coûte 150 €. OK? Hop. Alors là, on arrive aux premières petites limitations que vous allez avoir dans du no-code. C'est comme tout est connecté par API, il y a des limitations au niveau des mises à jour. Et là, les limitations entre Glide et Airtable, c'est que ça met un petit peu de temps. Donc là, ici en dessous, vous voyez qu'on a une formule qui va permettre, en gros, de calculer automatiquement ce qu'on pense facturer en avant. Et là, ça met un petit peu de temps à arriver. Le temps que ça arrive, je vais déjà vous montrer. Le client signe directement dans son app. Hop. Et grâce à ça, on peut Ah ouais, passer et à ça, l'étape. l'option de signature, c'est quelque chose que tu as connecté ou c'était directement sur Glide? Non, ça se fait directement sur Glide. C'est possible de créer une signature directement dans OK. Glide.
Bon, là, j'ai une. Bon, ouais, ça vient de se mettre à jour, ça a mis son temps. Donc, faut être un peu, faut improviser. Faut parler un peu avec le client, attendre que ça te mette à jour. Mais au final, ça fonctionne. Ça, c'est vraiment une des limitations qu'on a aujourd'hui en no-code, hein. T'as pas la même rapidité Ouais. que si jamais tu avais tout dans une seule solution. Mais bon, encore une fois, c'est pas les mêmes budgets que si jamais tu développais tout en interne. Donc, j'ai le client qui a signé, on est OK, je vais pouvoir démarrer mon intervention. Et pendant cette intervention, je vais prendre des photos. Je vais prendre des photos avant, pendant, après, pour montrer un petit peu ce que je fais. Quand j'ai terminé, je vais soumettre mes photos. Donc là, je vais ajouter des photos à l'intervention. Donc là, je peux accéder à ma caméra. Bonjour. Hop. Tac. Et une fois que c'est téléchargé, donc forcément, ça dépend un petit peu de la vitesse du Wi-Fi ou du 4G, je peux soumettre mes Quel différentes setup. photos. Moi, j'admire, hein. Mais écoute, Avec je ta suis. caméra et tout. T'étais beaucoup mieux que ma Wi-Fi qui saute. Je suis jalouse. On en parlera avec Maestro. Je leur toucherai un mot. Alors, je valide les photos. Et là, en gros, j'ai le choix de mettre à jour ou pas les fameux biens et services à facturer que j'avais vus en amont. Parce qu'il est possible que pendant. Et là, je vois une question. Tu as une solution pour la sécurité des photos uploadées via Glide. Je suis pas sûr de comprendre ta question. Est-ce que tu veux dire l'accès aux photos qu'il y a euh, dans ta bibliothèque à toi, ou alors le fait de prendre une photo, soit accessible en clair. Ouais, ça se met directement dans la base Airtable. Donc effectivement, ça c'est des photos qui se mettent. En fait, la base que j'ai derrière là, c'est une base Airtable. Donc tout va se mettre dans Airtable et ces photos, je vais les stocker aussi automatiquement derrière dans le Google Drive qui est associé. Euh, mais du coup, non, c'est pas accessible en public du tout. Enfin, dans Glide, un technicien a sa propre, enfin, seuls les techniciens peuvent y accéder, de un, et deux, chaque technicien a son propre profil. Donc, et en même temps, même le technicien après coup ne peut plus réaccéder à ses photos. Donc, il y a que les admins dans leur fameuse base Airtable qui auront accès. Du coup, ici, je vais pas mettre les biens, vous avez compris l'idée, hein, je peux les mettre à jour après coup si on a réalisé que finalement, en plus du dépannage, il fallu que je remplace la clenche de porte. Je vais signer là, tac. Et une fois que ça c'est fait, je peux marquer si le client était satisfait ou non, rajouter une remarque supplémentaire si c'est le cas, et puis passer au paiement. Là, j'ai le montant forcément à payer. Je vais dire que c'était en virement. J'ai le choix de rattacher ça à une société ou à un syndicat dans ce cas-ci, mais je vous épargne les détails. Je peux rajouter aussi un devis au cas où, si jamais il fallait revenir, parce qu'en fait, on a besoin d'une porte blindée et donc il faut créer une deuxième intervention. Mais si jamais il n'y a pas de tout ça, je clôture simplement mon intervention. Je clique sur oui et hop. Alors, j'avais un petit peu triché tout à l'heure, je l'avais créé en double parce que je savais qu'on allait avoir une petite latence. C'est pour ça qu'elle est toujours là. Et donc là, l'intervention a été terminée. Et ce qui est assez intéressant du coup ici, si vous êtes encore du côté admin, c'est que ça, tac. Alors, je peux quitter ça maintenant. Tac, tac. Ici, ma fameuse prise en charge va se mettre à jour automatiquement. Mais surtout, en fait, derrière, rappelez-vous, ce qui est fou, c'est un, du côté technicien, ça n'a pas pris beaucoup plus de temps, mais tout a été pré-encodé pour les gens qui, avant ça, dans l'admin, devaient attendre que ce fameux bon d'intervention arrive en copie carbone chez eux, et puis qu'ils aillent le re-rajouter dans leur Google Drive, dans leur CRM, et puis ensuite créer et envoyer la facture. Donc ici, si je vais par exemple, je vais essayer de ne pas exposer toutes les datas non plus. Hop. Alors attends. Ici, j'ai on va aller vérifier dans Airtable. Ça, c'est toujours les démo effects, hein. Faut que ça tourne. Alors, si je vais ici dans ma fameuse base, je vais cacher tout ça. Je vais juste aller voir Team Leader ID. Il est là. Tac, ça a bien été créé. Il est ici. Comment ça se fait que je ne l'ai pas trouvé tout de suite dans Team Leader? Je suis pas sûr. Et donc, ici, dans ce fameux CRM, si jamais je prends ce client, j'arrive bien sur ma. Ah, est-ce que je suis sur Sur le toi. bon? Là, j'arrive sur moi, ça va pas du tout, ça. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 Dylan. C'est l'effet démo, c'est l'effet démo. C'est mon effet démo, mais attends, pourquoi?
En tout cas, on voit que tu as quand même bien structuré ta base de données derrière sur Airtable, ce qui est aussi hyper Ouais, important, je pense, pour que ensuite ça se structure bien et que ça déroule. on a 150 champs cachés. Mais, mais en Ouais, fait, là, vous avez vu le process. Alors, c'est peut-être moi aussi qui, sous le stress du webinaire, clique pas sur les bons trucs. Mais vous voyez que ce truc est utilisé au quotidien par les équipes et ça fonctionne bien. Donc, c'est génial. Et ce qui... Pardon, Valentin, je suis désolé. Mais du coup, ici, juste pour donner un petit peu un ordre de grandeur, depuis qu'on a lancé ça à fond de balle il y a 1 mois et demi maintenant, euh, c'est 80% en fait du process qu'on a optimisé. et On a ça, eu l'occasion de lancer. comment tu l'as calculé ça, les 80%? Enfin, comment tu sais, que T'as ces quatre personnes 80%, sur, t'as c'est 4 personnes sur 5 qui ont pu ouais, commencer à bosser qui ont sur pu d'autres le faire, trucs qui ouais. n'avaient pas été faits jusque maintenant. En fait, c'est non seulement le temps que ces gens-là doivent plus passer sur ce process, mais c'est aussi le temps qu'ils peuvent utiliser maintenant pour lancer de nouvelles initiatives. Donc, non seulement Ouais, tu gagnes le temps, la perte de temps qu'on prenait pour ça, mais c'est tout aussi le temps à gagner en mettant en place d'autres, euh, d'autres trucs, quoi. ouais, Euh, donc, on a lancé plein d'autres initiatives là en parallèle sur le côté. C'est assez excitant. Je pense qu'on va continuer à bosser ensemble pendant un bon moment parce que c'est là que moi, je sens qu'on a un vrai impact grâce à Dinocode et avec les métiers qu'on a. C'est des mmh, process qui sont hyper clairs pour des métiers qui sont pas les métiers les plus innovants ou les plus sexy du monde de prime abord, mais où il y a tellement de travail à faire, où on peut tellement mmh. leur faciliter la vie et s'assurer que derrière, bah, ces boîtes aient l'occasion de grandir et de mieux nous aider nous. Je serais bien content, la fois où je suis bloqué hors de chez moi, d'avoir ce fameux client qui D'avoir foirait pour me une remettre dans un mouvement. réactivité. Non, mais carrément. Non, Mm. mais en tout cas, c'est trop sympa de nous avoir fait cette démo-là parce que ça permet quand même de voir que bah, les use cases ils sont concrets, que c'est assez visuel, que ça a l'air de bien répondre aussi aux besoins qu'ils t'avaient ils t'avaient soumis. Et donc, je trouve que ça fait le lien aussi de voir aussi comment tu rends concret. Là, tu nous as montré toute la partie méthodologie de comment tu le frames, comment tu le cadres, comment tu le documentes et de le voir ensuite bah, la réalisation concrète, je trouve que c'est canon. Donc franchement, merci beaucoup, beaucoup. Je m'excuse pour mes petits problèmes de Wi-Fi. J'espère que ça n'a pas trop perturbé votre écoute. Heureusement que Dylan a assuré avec toutes les ressources qu'il avait à nous montrer. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Il nous reste 1 minute. On a le droit à une dernière question. Si vous aviez encore des questions que vous vouliez poser à Dylan et que vous n'avez pas eu le temps pendant ce live, je vous laisse. Je laisse les gens peut-être taper leurs questions et j'en profite pour Bien rebondir sûr. sur le dernier commentaire de Jason, je suis pas sûr. Euh, je vais aller investiguer ça. C'est un bon plan, c'est un bon point pour la Firebase. On va aller regarder. Après, comme c'est pas des photos à caractère personnel, dans ce cas de figure-ci, c'est pas très problématique. Mais c'est hyper intéressant. Je vais aller creuser le point avec Stan, je pense. Ouais, c'est vrai que RGPD et no-code, c'est aussi des sujets qui sont, enfin, dans la logique de la structuration des solutions, c'est une thématique qui est assez importante. Et je pense que si vous vous lancez sur ces sujets, c'est aussi intéressant de faire le lien. Et c'est en effet parfois des biais dans lesquels on peut tomber. Donc, c'est intéressant d'aller creuser aussi sur ces thématiques de RGPD et de no-code. Et merci beaucoup. Ah bah merci Caroline pour pour ton commentaire. Et merci à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Dylan pour d'avoir rendu ça hyper concret. Et ben, je vous souhaite à tous un bon déjeuner. Il est l'heure maintenant d'aller en pause déj. Donc je vous libère et je vais essayer de pas dépasser le timing. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté tout ça, Dylan. Et j'espère à très vite pour d'autres démos et d'autres projets canons à nous partager. Merci tout le monde. Passez tous une très belle journée. Merci Héloïse. Ciao, ciao. Ciao, ciao.